Allez, on va pouvoir y aller. Xavier, On y je te va? laisse présenter le webinaire. Merci Alain. Merci également tout le monde d'avoir pris le temps pour ce webinaire du RMT Bioreg. Petit rappel, le RMT Bioreg, c'est un réseau mixte technologique qui rassemble divers acteurs de la R&D agricole intéressés par les questions de régulation biologique en agriculture, sur tout type de système de culture. Et une des missions de ce RMT, comme à peu près tous les RMT, c'est de favoriser la diffusion de connaissances à l'intérieur de ce réseau de la R&D agricole. Et un des leviers, un des moyens qu'on met en œuvre ici, c'est l'utilisation de ces webinaires, qui sont l'occasion d'échanger en direct comme là, et puis ensuite, comme on les enregistre, on les monte et on les met sur la chaîne YouTube du RMT. C'est aussi l'occasion pour d'autres personnes de les visionner a posteriori. Et donc les 8 premiers webinaires du RMT sont disponibles sur la chaîne YouTube du RMT Bioreg. Le dernier était sur l'effet des espaces semi-naturels sur les 30 principaux ravageurs des grandes cultures. Et donc là, dans ce webinaire-là, on va traiter d'un sujet qu'on a peu abordé dans les précédents webinaires. D'abord, on va parler d'adventices. Dans le terme de bioagresseurs, vous le savez, on met les adventices, les pathogènes et les animaux ravageurs. Donc on a quand même pas mal parlé des animaux ravageurs, en particulier des insectes ravageurs. On a un peu parlé des pathogènes, en particulier lors du dernier webinaire. On a peu parlé des adventices. Donc là, on va en parler spécifiquement. Puis la deuxième originalité, c'est que jusqu'ici, on a quand même pas mal parlé de régulation par des prédateurs et des parasitoïdes d'insectes ravageurs. Parce que dans le jargon, on parle de régulation top-down, des niveaux trophiques supérieurs vers les niveaux trophiques inférieurs. Et là, on va plutôt parler de l'effet plutôt de compétition pour des ressources, donc plutôt de la régulation, on peut appeler bottom-up, c'est-à-dire des niveaux trophiques inférieurs, là, des ressources disponibles sur les niveaux trophiques du dessus, en l'occurrence sur les adventices. Donc on va avoir deux intervenants. D'abord Alicia Rouge, qui réalisait une thèse jusqu'à l'hiver dernier sur la question d'utilisation des couverts d'interculture, l'effet de ces couverts sur la régulation des adventices, à l'INRAE de Dijon, à l'UMR Agroécologie, qui nous présentera des aspects bibliographiques sur cette question et des experts également sur les modes de destruction des couverts, sur les nutriments laissés par ces couverts et l'effet sur les adventices. Et puis ensuite, Jérôme Labroche, qui est ingénieur à Arvalis, sur les questions de travail du sol et de couverts d'interculture, nous présentera également des résultats d'essais, notamment quelques essais de long terme, sur l'effet des couverts d'interculture sur les adventices. Voilà, et donc l'organisation, ça va être un quart d'heure de présentation pour chacun, suivi d'un quart d'heure de questions, donc un quart d'heure pour Alicia, puis un quart d'heure de questions, un quart d'heure pour Jérôme, puis un quart d'heure de questions. Puis après, bon, on pourra élargir si certains souhaitent aborder d'autres questions sur les couverts ou sur les régulations. Merci beaucoup Xavier et merci du coup à l'ensemble de l'équipe du RMT Bioreg de m'avoir invité pour parler de ce sujet. C'est toujours un plaisir de parler des couverts d'interculture et des adventices, même si ça fait un an déjà que j'ai terminé ma thèse. Donc, juste pour une question de contexte, on se place dans des systèmes de culture en grande culture. Bon, j'ai travaillé que sur les grandes cultures, pas l'arboriculture ni la vitie. Donc on va parler des adventices d'abord. Les adventices, on peut les définir comme toutes les plantes que l'agriculteur ne se propose pas de cultiver sur sa parcelle. Ça peut être des coquelicots dans de l'orge, par exemple, vous avez les photos à gauche, ou du vulpin dans du blé. Et des adventices comme ça, il en existe une très grande diversité. On en recense 1200 espèces en moyenne sur les parcelles cultivées en France, et parmi elles, 220 sont plus communément trouvées. Ces adventices, elles sont principalement présentes dans le sol sous forme de semences. C'est ce qu'on appelle le stock semencier. Et elles se sont adaptées au fur et à mesure des années, depuis le temps qu'on cultive sur les parcelles, au contexte et aux conditions de production. Donc, notamment, la plupart des adventices qu'on retrouve dans le sol aujourd'hui sont des adventices annuels et qui ont des périodes de germination préférentielles calquées sur nos cultures, donc des adventices qui germent plutôt à l'hiver, l'automne-hiver ou au printemps-été. Les adventices, elles sont nuisibles pour nos cultures, principalement parce qu'elles altèrent la qualité et la productivité de nos cultures, notamment par la compétition qu'elles engendrent avec celles cultures, puisque
les plantes ont besoin de ressources essentielles pour se développer, comme l'eau, l'azote et la lumière. Et donc, quand on a une adventice qui entre en compétition avec notre culture, potentiellement, on a moins de productivité sur cette culture. Donc, une solution simple et efficace, merci, pour réduire les adventices sur les parcelles, c'est d'utiliser des herbicides. Et donc notre consommation mondiale en agriculture en herbicides, elle a considérablement augmenté. On en utilise aujourd'hui plus d'1 million de tonnes de plus que dans les années 90. Et donc ces herbicides ne sont pas sans conséquence sur notre environnement, la biodiversité et la santé humaine. Donc on a besoin de réduire cette utilisation. Donc c'est ce qu'on appelle le concept de gestion intégrée des adventices. Aujourd'hui, on va parler de gestion intégrée des adventices. On veut réduire l'utilisation des herbicides et aussi du travail du sol, notamment profond. Donc on va utiliser et combiner de multiples leviers de gestion des adventices. Donc ces leviers de gestion, si on les compare à un herbicide, on peut dire qu'ils ont des effets partiels, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas le niveau d'efficacité d'un herbicide avec un seul de ces leviers. L'idée, c'est bien de les combiner pour réduire in fine l'utilisation des herbicides. Donc il existe une grande diversité et donc on s'intéresse à ces leviers quand même pris indépendamment les uns des autres pour quantifier leurs effets sur les adventices, pour savoir dans quelle mesure on peut le mobiliser et le combiner avec un autre levier. Et donc le levier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les couverts d'interculture. Donc les couverts d'interculture, on les définit comme les plantes qui sont cultivées pendant la période d'interculture, donc entre la récolte de la culture précédente et le semis de la culture suivante. C'est des intercultures, donc la période elle est différente selon qu'on est entre deux cultures d'hiver ou une culture d'hiver et une culture de printemps. Et donc ce qui nous intéresse en gestion régulation biologique des adventices, c'est les périodes d'interculture longues, donc entre une culture d'hiver et une culture de printemps-été. D'abord parce qu'on cherche à casser les cycles, donc alterner les cultures sur les parcelles, et ensuite parce que plus la période d'interculture est longue, plus potentiellement nos couverts d'interculture ont du temps pour se développer, produire de la biomasse et donc réguler au mieux les adventices. Alerte quand même, donc on s'intéresse aujourd'hui à la régulation biologique des adventices par les couverts d'interculture, donc c'est un service potentiellement qui est assuré par les couverts d'interculture. Par contre, quand on parle de couverts d'interculture et qu'on les utilise, c'est pas le service qui est visé en premier. C'est les couverts d'interculture. Ils ont d'abord été utilisés notamment, et c'est rendu obligatoire par la directive nitrate, pour leur rôle de cipant, puisqu'ils permettent de réduire la lixiviation des nitrates. Dans certains cas, sur des parcelles en pente notamment, ils sont utiles pour réduire l'érosion du sol. Ils permettent aussi évidemment de capter des ressources puisque ce sont des plantes et donc potentiellement les restituer à la culture suivante. Et donc on a aussi l'effet engrais vert qui est régulièrement recherché par l'utilisation de ces couverts d'interculture. Donc voilà pour le contexte. Nous, on s'intéresse aujourd'hui à la régulation biologique des adventices par les couverts d'interculture et il y a quand même eu beaucoup d'études ces 20 dernières années sur le sujet. Puisque dans le contexte de réduction des herbicides, c'est un service qui est quand même bien intéressant. Donc ce qu'on sait, c'est que les graminées et brassicacées, c'est des espèces de plantes qui sont, enfin une famille botanique c'est des plantes qui permettent de capter les ressources du sol. Elles sont plutôt nitrophiles, donc notamment elles captent bien l'azote et en général produisent beaucoup de biomasse. Plus il y a d'azote, plus elles produisent de biomasse. Et on sait que ces espèces, du coup, assurent une bonne régulation des adventices en général en interculture. Il y a de nombreuses études américaines notamment qui montrent que quand on utilise des couverts de seigle, on a une très forte biomasse de couverts et on arrive à bien étouffer, entre guillemets, les adventices. Et donc, ces espèces vont capter l'azote du sol, produire de la biomasse, donc elles font de la compétition à la fois pour l'azote et pour la lumière. Et donc, elles réduisent bien les adventices en interculture et dans la culture suivante, puisque quand on va détruire ces espèces de couverts et les restituer à la surface du sol sous forme de mulch, donc c'est les résidus de couverts d'interculture qu'on appelle mulch, on va avoir des résidus comme ça à la surface du sol qui vont perturber les conditions de germination des adventices qui sont en dessous, potentiellement les annuler et voire les retarder. Et si malgré tout l'adventice arrive à germer, elle va être confrontée à cette barrière physique un peu du mulch qui est là à la surface du sol et qui peut empêcher sa croissance à l'adventice.
Donc l'idée, c'est de donner l'avantage compétitif finalement à notre culture qu'on va semer dans le mulch et que cette culture ne soit pas impactée par les adventices. Et donc ce mulch aussi, il a un ratio carbone-azote qui est plutôt élevé puisque les brassicacées et poacées ont des ratios carbone-azote élevés dans leurs résidus qui seront laissés à la surface du sol. Et donc ça permet au mulch d'être plus persistant et donc potentiellement on a une bonne régulation dans la culture suivante. Par contre, ce qui dit ratio carbone-azote élevé, dit potentiellement immobilisation d'azote dans le sol par la biologie du sol qui a besoin elle aussi d'azote pour décomposer notamment tout le carbone qui va être mis à disposition par ces résidus de couvert d'interculture et donc potentiellement un phénomène de ce qu'on appelle la fin d'azote sur la culture suivante. Donc pour lever cette fin d'azote, l'idée c'est d'utiliser des légumineuses, donc mettre des légumineuses, des espèces qui sont capables de fixer symbiotiquement l'azote atmosphérique dans le mélange de couverts d'interculture, donc avec nos poacées et brassicacées qui sont très bonnes compétitrices, pour réguler les adventices. Donc ça, il y a des études qui montrent que dans la culture suivante, ça permet effectivement de fournir de l'azote. Il y a des études qui montrent aussi que ça permet, dans certains cas, d'améliorer le rendement de la culture suivante. Par contre, en termes de régulation biologique des adventices, c'est plus variable. On a des effets plus variables qui vont dépendre donc du coup à la fois de la composition des couverts d'interculture, si on a mis des légumineuses, des poacées, des graminées, et de la proportion de ces espèces. Et ces espèces, elles réagissent aussi différemment aux conditions, niveau de ressources qu'il y a dans le sol, bien évidemment, puisque on a des espèces à la fois qui sont neutrophiles, des légumineuses qui ont plutôt tendance à capter l'azote atmosphérique, mais ça dépend s'il y a de l'azote dans le sol. Et dernier gros levier, ça va être la façon dont on détruit les couverts. Donc là, on sait que si on utilise du travail du sol, on enlève notre mulch finalement à la surface du sol, donc on n'a plus cet effet mulch dans la culture suivante. Donc ça, il y a des études qui montrent que vaut mieux se placer en condition où on n'a pas de travail du sol. Donc on laisse notre mulch à la surface du sol. Et donc pour détruire les couverts d'interculture, là, il y a plusieurs solutions. Soit les herbicides, c'est la solution qui est la plus utilisée chez les agriculteurs, notamment en agriculture de conservation des sols, puisque c'est la méthode la plus safe, entre guillemets, qui assure une bonne efficacité. On sait aussi par certaines études que le roulage est une méthode qui permet de bien détruire les couverts d'interculture, notamment quand ils sont bien développés. Et puis on peut miser sur le gel. Dans des situations où on a encore du gel et en choisissant des espèces qui sont géliées. Donc finalement, la question, ça va être de savoir quel couvert d'interculture, sous quel niveau de ressources et comment je les détruis pour assurer une régulation biologique des adventices. Voilà, c'est ça. Et la question, elle est là. Donc c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc je vais me baser sur des expérimentations qui ont été menées entre 2016 et 2019. Donc sur 2 séquences climatiques, on a fait suivre différents couverts d'interculture par une orge de printemps et puis un d'hiver, j'y reviendrai. Dans ces expérimentations, elles ont été menées sur le site expérimental des Poisses, donc c'est le site expérimental de l'UMR Agroécologie. Et on a cherché dans ces expés à maximiser vraiment les effets des couverts d'interculture et pas des effets qui seraient liés à d'autres facteurs, comme un travail du sol notamment, on l'a vu, et d'autres facteurs. Donc j'y reviendrai. Donc, en interculture, d'abord, la question qu'on se posait, c'est quel effet de la composition des couverts d'interculture sur la biomasse adventice. Donc, notre biomasse adventice, on voit sur le graphique qu'elle dépend du couvert d'interculture. Donc, en gros, là sur le graphique, on a en gris le témoin sol nu. C'était un sol nu qui n'était pas désherbé. Et nos différentes compositions de couverts d'interculture, 8 espèces où leg-, c'est des couverts sans légumineuses et leg+, c'est des couverts avec légumineuses où il y avait 50-50 légumineuses, non légumineuses. Donc, première chose qu'on voit, toutes les compositions de couverts d'interculture réduisent la biomasse adventice comparée à notre témoin sol nu qui n'était pas désherbé. Et deuxième message, c'est que la biomasse adventice, elle est plus ou moins réduite selon la composition des couverts d'interculture. Deuxième chose qu'on a cherché à avoir en interculture, c'est la relation finalement entre cette biomasse adventice et la biomasse des couverts. Et aussi en fonction du niveau de ressources du sol. Donc là, on a 2 carrés. Donc en 2016 et en 2017, c'est nos 2 répétitions climatiques. Donc ce qu'on observe entre la biomasse adventice et la biomasse des couverts d'interculture, premier message, c'est que là, on a une relation négative entre les deux. Les 2 années d'expérimentation. Par contre,
cette relation, elle dépend de la composition des couverts d'interculture. On voit que la pente, elle est plus ou moins négative et elle est pas toujours significativement négative en 2017 selon la composition des couverts. Donc, c'est les différentes couleurs de pente là sur notre graphique. Et ça dépend aussi du niveau de ressources azotées du sol. Donc, ça n'a pas dépendu de notre facteur fertilisation, là, qu'on a en bleu, les triangles pleins et les triangles vides. Ces triangles pleins et vides, en gros, c'était un facteur de fertilisation qu'on a mis au semis des couverts, puisqu'on voulait voir, en fonction du niveau de ressources azotées, si on avait un niveau de régulation par les couverts des adventices qui était différent. Ça a eu des effets sur la biomasse des couverts. Ça a augmenté notamment la biomasse des couverts sans légumineuses. Par contre, ça n'a pas eu d'effet sur notre régulation des adventices. On n'a pas eu de moins de biomasse adventice. Ce qui a eu un effet, c'est le reliquat azoté qu'on a estimé en sortie de la culture précédente, qui était un blé. Donc la première année, en 2016, on estimait ce reliquat autour des 70 kg d'azote par hectare. Et là, on voit qu'on avait très peu de biomasse adventice dans l'interculture. Et l'année suivante, on avait 0 kg d'azote par hectare, donc et des biomasses adventices qui étaient plus élevées. Donc on a un effet de niveau de ressources azotées du sol finalement sur notre compétition couvert adventice. Dans la culture suivante ensuite, ce qu'on a cherché à savoir, c'est quelles étaient les combinaisons de pratiques qui permettaient de réduire le plus la biomasse adventice finalement. Donc notre culture, c'était une orge de printemps. Là, vous avez l'exemple pour l'année 2016-2018 d'expérimentation. Donc en bas, on a nos 3 facteurs de destruction des couverts. Donc on avait testé du gel, du roulage scalpal et un herbicide, le glyphosate. Et on a pour chaque modalité de destruction des couverts, donc nos différentes modalités de couverts et notre sol nu, vert. Et pour chaque saison couvert d'interculture, mode de destruction, on a 4 box plots qui correspondent aux 4 niveaux de ressources au semis des couverts. Donc on avait fait de la fertilisation ou pas, et de l'irrigation ou pas. Donc pour avoir des niveaux de ressources au semis des couverts, en fait, qui miment des conditions réelles de niveaux contrastés de ressources en eau ou en azote. Et donc, plutôt que de comparer ces 60 box plots entre eux, ce qui était impossible, on a tout comparé à une référence qui était notre témoin sol nu, donc qui n'était pas désherbé, on n'avait pas mis de fertilisation, pas d'irrigation, et ça a été gelé. Donc, autrement dit, on n'a rien fait pendant l'interculture. Et on regardait si, entre cette modalité, on n'avait rien fait pendant l'interculture, et des modalités, on avait mis un couvert, on l'avait fertilisé ou pas, enfin, sous différents niveaux de ressources, et détruit de telle ou telle manière, on avait moins de biomasse adventice ou pas dans la culture suivante. Par rapport à la modalité, on faisait rien. Et donc, ce qu'on voit, c'est avec les box plots donc qui ont des étoiles, c'est les modalités qui sont significativement différentes de notre témoin. Et les modalités qui sont colorées en plein, c'est les modalités qui sont significativement en dessous de notre référence. Donc, la première année d'expérimentation, on voit qu'on a des modalités en dessous de notre référence. Donc, on avait moins de biomasse adventice dans les couverts d'interculture qui avaient été détruits par herbicide. La deuxième année d'expérimentation, c'est moins vrai. On a quelques modalités encore où on a détruit les couverts par herbicide, où on a moins de biomasse adventice dans la culture suivante. Par contre, les modalités où on avait du gel et du roulage, on a quand même pas mal de modalités où on a plus d'adventice dans la culture suivante que quand on n'avait rien fait pendant l'interculture. Donc, le message principal, c'est que le mode de destruction des couverts, ça a été le principal déterminant de la biomasse adventice dans la culture suivante. Et puis, on avait fait l'analyse aussi dans une deuxième culture suivante. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est la biomasse adventice, là, dans un lin d'hiver, cette fois-ci. Donc, la succession, c'était couvert d'interculture, orge de printemps, lin d'hiver. Et l'idée de voir les effets dans une culture d'hiver suivante, c'était comme on sait que en interculture, donc à l'automne-hiver, et dans la culture de printemps-été suivante, on n'a potentiellement pas la même flore adventice. Est-ce que nos couverts d'interculture, ils ont un effet sur une flore d'hiver, quoi, l'année suivante? Bon, ce qu'on a observé, c'est que en gros, les effets des couverts d'interculture, plus on avance dans la succession, moins on les voit. Et donc, si on regarde plus en détail nos adventices, donc là, on a la biomasse adventice totale dans nos successions couverts d'interculture, orge de printemps et lin d'hiver, selon le mode de destruction, puisque c'était le principal facteur déterminant de notre biomasse adventice. Donc, c'est pour chaque année, répété pour chaque année d'expérimentation. Hein. Et donc, ce qu'on observe, la modalité couvert et orge, la première année d'expérimentation, quand c'est gelé, par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de verre, donc c'est du géranium disséqué, et de plus en plus de TRSD, c'est des repousses de blé.
Donc en gros, le blé et les géraniums disséqués entre le couvert d'interculture et l'orge de printemps dans la première année d'expérimentation, quand on avait détruit les couverts par gel ou par roulage, ça a considérablement augmenté. Et ça, on le dit plus tard, mais en gros, on l'associe à la phénologie des adventices. On imagine que les adventices, elles étaient potentiellement plus petites cette année d'expérimentation, et on l'a vu par le graphique en interculture, qu'on avait moins de biomasse adventice cette année-là. Donc potentiellement des adventices qui étaient plus petites et qui ont pu continuer leur vie, entre guillemets, dans la culture suivante, puisque elles n'ont pas été détruites par les modalités gel et roulage. La deuxième année, si on regarde la même chose, on a plus de géranium disséqué. On a vu, donc c'est en vert foncé, c'est l'adventice qui était prédominante dans notre communauté adventice. On sait qu'en interculture, on avait plus de biomasse adventice, on l'a vu précédemment. Et là, cette biomasse de géranium disséqué, elle a été réduite dans la culture suivante. Donc potentiellement, on avait des adventices qui étaient plus développées et qui ont pu être détruites dans les modalités gel et roulage. Donc là, le take-home message, c'est la phénologie des adventices, elle détermine leur destruction. Et il ne faut pas faire attention que à la modalité, que à la destruction des couverts, mais aussi à la destruction des adventices qui sont en dessous des couverts. Voilà, donc c'est ce qu'on explique ensuite dans la diapo suivante, c'est qu'en gros, on sait que la biomasse totale des plantes, et du coup des adventices, elle est très corrélée au nombre de semences qu'elles produisent. Et donc l'idée, c'est que quand on met des couverts d'interculture, on s'attend à être dans la modalité en bas à gauche, c'est-à-dire on a moins de biomasse adventice, donc moins de semences. Et donc à long terme, est-ce qu'on a un effet sur notre stock semencier? Donc ça, c'est une question vraiment importante pour nous et très difficile à creuser parce que ça nécessite des expérimentations sur le long terme et donc beaucoup plus coûteuses à mettre en place. On en a une dans la littérature notamment qui a vraiment exploré cette question et qui montre des effets variables. Dans 2 expérimentations, elle montre qu'on n'a aucun effet. Dans 2 cas, elle montre qu'il y a une réduction effectivement du stock semencier et dans un autre cas, une légère augmentation. Donc on a besoin de davantage d'expérimentation, mais pour conclure sur ce qu'on a fait en tout cas dans cette expérimentation-là, c'est que nous, on a observé des effets faibles découverts d'interculture au-delà de la période d'interculture. On a une bonne régulation en interculture, mais moins d'effets dans les cultures suivantes, et ce, malgré le fait qu'on ait supprimé des pratiques connues pour masquer les effets découverts. Donc donc il n'y a pas eu de fertilisation, pas de désherbage entre notre interculture et la culture suivante. Deuxième message, c'est que la biomasse découverte d'interculture, elle n'explique pas à elle seule la régulation biologique des adventices. Il faut faire attention aux caractéristiques biologiques des plantes de couvert qu'on choisit et du niveau de ressources du sol, et ça aussi en fonction du niveau de contexte de production des agriculteurs. Et pour terminer, les couverts d'interculture, bien garder en tête que c'est un levier de gestion agroécologique des adventices à explorer parmi d'autres et à combiner avec d'autres si on a l'ambition de réduire l'utilisation d'herbicides derrière. Voilà, quelques éléments succincts. Je vous remercie pour votre attention. Merci Xavier d'avoir fait défiler les diapos. Beaucoup Alicia. Donc si vous avez des questions, on va faire une première séquence et puis après on passera à la présentation de Jérôme. Y a-t-il des questions? Je vais poser la première question, comme ça les autres suivront. Donc là, c'est des couverts en mélange de 2 à 8 espèces, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous dire quelle espèce était utilisée? Et est-ce que tu as connaissance, parce que moi j'avais connaissance de travaux faits à l'INRA de Versailles, je crois, ou à l'INRA, mais des vieux travaux sur les précédents avoine et épeautre, qui donnaient de bons résultats sur une culture suivante, grâce à des effets allélopathiques. Là, c'est pas des effets compétition, c'est des effets allélopathiques. Donc si tu as quelques éléments, je suis preneur pour en savoir un peu plus. Merci. Oui, complètement. Merci pour la question. Xavier, tu peux montrer la composition des couverts? Elle est en diapo 15. Elle était masquée dans la présentation, mais j'avais anticipé cette question, qui est très pertinente. Donc comme ça, vous aurez la composition des couverts qu'on a utilisés. Elle est masquée, donc tu la verras pas en mode diapo, je pense. Désolée. Et puis sur l'autre question de l'allélopathie, très bonne question. Donc là, j'ai pas eu le temps de vous détailler tous les mécanismes qu'il y a derrière la régulation biologique des adventices.
Mais nous, ce qu'on observe au champ, principalement en général, c'est de la compétition. On nie pas qu'il y a des effets allélopathiques et du coup, je suis intéressée de savoir si ces études étaient faites au champ ou en labo, parce que il y a eu une étude récente qui a été faite menée par Delphine Moreau notamment et Inès donc dans notre labo UMR Agroécologie qui a étudié cette question des effets allélopathiques dans la littérature, donc par une revue scientifique, et qui montre qu'en fait il y a très 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 peu d'études, il y en avait qu'une seule de mémoire sur toutes les études qui ont été faites sur le sujet, qui arrivaient vraiment à décorréler la compétition de l'allélopathie. Je vais retrouver ça. J'ai une ou deux diapos sur cette étude et quand j'aurai retrouvé, je vous montrerai. Mais c'était au champ, oui. C'était des tests au champ. Et ils arrivaient à dire que c'était vraiment dû à l'allélopathie et pas de la compétition, il n'y avait pas d'effet mulch. Je me souviens plus du matériel et méthode de cette étude. C'était il y a très longtemps que j'avais vu ça. Ça a été publié. Alors c'est l'INRA, donc il doit y avoir des comptes rendus quelque part. Et ça avait été publié dans un Columa. Il y aura la référence, je crois, sur la diapo. Je recherche ça et puis à la fin des questions, je pourrais apporter les compléments. En tout cas, oui, on nie pas l'existence de la lépulopathie. Ça a été beaucoup démontré en labo, principalement. Au champ, démontré, c'est difficile à dire parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à le décorréler de la compétition. Y a-t-il d'autres questions pour Alicia? Si vous n'avez pas de questions, enfin voilà, c'était j'espère que c'était clair en tout cas. Si vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas. J'espère que c'est pas allé trop vite, c'est possible. Mais en tout cas, ça, c'était une expérimentation que j'ai utilisée pendant ma thèse. Les 2 articles sont publiés. Vous retrouvez aussi l'intégralité de ma thèse sur YouTube. Donc, ce sera beaucoup plus détaillé. En 45 minutes, j'ai eu le temps d'aller beaucoup moins vite. Et, euh, et il y avait d'autres expériences aussi qui ont été faits dans ma thèse, où là, on explorait plutôt les effets qui étaient liés. Donc, en fait, là, on voit bien qu'il y a des effets en interculture. Ça, ils sont presque plus à démontrer. Dans les cultures suivantes, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus, ça y est, je vois qu'il y a beaucoup plus de questions maintenant. Euh, c'est beaucoup plus compliqué en fait à observer déjà, et puis parce que c'est lié à plein d'autres pratiques. Sur les parcelles, on fait pas ce qu'on a fait pendant nos expérimentations pour observer les effets découverts. Donc on a des effets qui sont à la fois liés au mulch, tout ça, mais aussi à l'azote beaucoup. La restitution d'azote qui joue sur la compétition entre la culture suivante et les adventices. Ça, c'est une autre thématique qui a été explorée pendant ma thèse et donc je vous invite à aller voir tous ces travaux vraiment. Voilà. Et je vois qu'il y a d'autres questions, donc je ne parle pas plus. Oui, Chloé? Bonjour à tous. Merci Alicia pour ton exposé. Alors je pense que j'irai creuser un peu plus sur du temps plus long parce qu'effectivement ça a été rapide et c'est très dense et je pense qu'il y a beaucoup de résultats. Donc c'est un sacré exercice de résumer ça en 15 minutes. J'avais juste une question, une remarque. Déjà j'aimerais bien que tu reviennes sur la partie gestion des adventistes en deuxième année avec l'exemple du lin parce que je suis pas sûre d'avoir tout pigé. Et aussi, si j'ai bien compris, finalement, l'effet de la destruction de l'interculture a quand même l'effet sur les adventices, en tout cas sur l'herbicide, mais en fait, ça paraît logique puisque l'herbicide va avoir un effet de toute façon sur toute la flore. Mais du coup, ça me pose des questions un peu d'ordre, comment dire, un peu philosophique, entre guillemets. Si l'objectif, c'est d'aller trouver des leviers de solutions alternatives à l'usage des herbicides, enfin voilà, je voulais savoir comment tu pouvais, quelles conclusions tu tires par rapport à ça? Je pense que Jérôme pourra compléter, mais j'ai bien compris qu'il y a d'autres leviers, mais du coup, ça m'interroge quand même parce qu'en fait, on veut faire, enfin, peut-être pas une impasse, mais en tout cas, réduire l'usage de produits phytosanitaires, mais avec finalement une gestion de l'interculture qui en nécessite parce que, bah, en plus, on est dans quand même des conditions et des contextes où on va certainement pouvoir de moins en moins compter sur le gel, ou en tout cas, ce sera une variable beaucoup trop inconnue pour pouvoir anticiper ça et programmer ça dans la rotation. Donc voilà, c'était plus une remarque qu'une question, mais savoir quelle est ton approche et ton regard par rapport à ça. Complètement, c'est des très bonnes questions.
bien sûr toujours plus complexe dans la réalité. En plus, voilà, on est complètement dépendant évidemment au champ des conditions pédoclimatiques. Donc, on voit bien qu'on a des effets qui sont liés à la fois au niveau de ressources du sol, à la composition des couverts, et puis bien sûr, il y a des aspects aussi plus macro pour l'agriculteur qui sont, ça coûte du temps et de l'argent d'aller investir dans des couverts d'interculture. Pour ce qui concerne la régulation biologique des adventices, on sait que ça marche pendant l'interculture. On réduit la biomasse, on n'a pas d'expé encore suffisamment à long terme, mais avec Jérôme, on va avoir plus de résultats peut-être pour y répondre sur les effets à long terme sur le stock semencier. Est-ce que vraiment ces couverts arrivent à nous permettre de réduire in fine l'utilisation d'herbicides? En tout cas, d'une année sur l'autre, il y a pas un effet. On pourra pas dire voilà, mettez des couverts d'interculture, vous allez réduire votre utilisation d'herbicides. C'est encore à explorer et à combiner à d'autres leviers comme je l'ai dit. Et c'est un levier, donc un levier parmi tant d'autres, et surtout à combiner avec d'autres choses, quoi. Et comme je l'ai dit en introduction, tous ces leviers pris indépendamment les uns des autres, pour l'instant, n'ont pas le niveau d'efficacité d'un herbicide. Après, il y a une question encore plus philosophique, c'est à quel point j'accepte d'avoir des adventices sur la parcelle. Puisque, oui, les adventices, quand elles sont en compétition avec la culture, peuvent créer des pertes de rendement et de productivité et de qualité, mais il y en a qui existent, qui sont là. Des adventices peuvent participer aussi à la biodiversité. Ça assure un certain nombre de régulations biologiques sur la parcelle. Donc là, on est encore dans une autre philosophie. Est-ce que j'accepte d'avoir des adventices? Jusqu'à quel point? Et de perdre potentiellement peut-être un peu de rendement sur la parcelle. Je sais pas. Là, il y a un curseur et une autre approche encore à réfléchir. Merci. Avant de passer à Jérôme, je crois, dans Chloé, dans tes questions, il y avait une demande peut-être de détails sur l'effet sur la culture en hiver qui suit, où je me suis... Non, t'as bien Non, gardé en c'est bon, mémoire, mais mes questions étaient trop longues. c'est tout bon. Mais Bon, oui, il y avait très bien. cette petite demande de précision, si ça dérange personne, parce que Oui, petite j'entame demande de peut-être sur le précision. chrono. Non, mais après on passera à Jérôme, mais c'est la dernière précision. Bah, du coup, peut-être une réexplication un petit peu de cette partie qui est faite sur la culture d'hiver suivante. Ouais, alors du coup, on avait fait succéder différents couverts d'interculture. Ils avaient été détruits selon les trois modalités, gel, roulage ou herbicide. Et entre l'orge de printemps, donc l'orge de printemps, vraiment, on n'a rien fait à part semer l'orge en semi-direct. On l'a laissé faire sa vie, entre guillemets. On l'a récolté. Et ensuite, entre l'orge et le lin d'hiver, il y a eu une destruction la première année par herbicide de la flore qui était présente. Et la deuxième année par des bâches. Donc en gros, c'était on remet à zéro la flore pour pas avoir un début de lin d'hiver trop sale, entre guillemets, et voir si sur on avait plutôt agi au niveau du stock semencier plutôt que la flore présente, quoi. Et du coup, la première année, on voit qu'il y a quasiment plus d'effet. Bon, on imagine bien que l'herbicide, du coup, il a tout remis à zéro et qu'il n'y a pas eu potentiellement l'effet escompté sur le stock semencier, en tout cas pas à court terme. Et la deuxième année, on a quand même encore un effet sur la modalité herbicide. On voit que quand on avait détruit les couverts par herbicide avant, on a moins d'adventices dans le lin d'hiver suivant. Et si on regarde le graphe sur les adventices qui étaient présentes, du coup, dans la succession couvert, orge et lin, ce qu'on voit, c'est qu'on a retrouvé notre géranium disséqué qui avait disparu, entre guillemets, par destruction par herbicide dans l'orge de printemps et qui était quand même encore là l'année suivante. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que comme cette géranium disséqué était bien présent, avait beaucoup de biomasse dans le couvert d'interculture, potentiellement il a produit plus de graines. Et on les a retrouvés qui ont germé l'année suivante dans le lin. Donc encore un argument qui pour faire pencher vers l'hypothèse que la phénologie des adventices en interculture, elle a vraiment une importance pour la gestion des adventices. Merci pour ces précisions.
Donc c'est INRA. C'était présenté, voilà, c'est l'UMR BGA qui était présenté au Columa 2004. Donc c'est un peu long, hein. Et voilà ce qu'il y avait. Alors moi, c'est des trucs, c'est 2 diapos de leur présentation que j'avais ressorti pour une de mes présentations, avec des choses intéressantes où là, on voit bien le contraste quand même entre sol nu et avoine. Et sur leur, alors ça, c'est la biomasse dans le semis après la culture intercalaire avec soit de l'avoine, du blé, de l'épeautre, médicago, moutarde et vesse. Et là, on voyait bien cette avoine et cette épeautre là qui étaient vraiment à des niveaux très bas par rapport au terrain nu. Mm. Voilà. Donc je confirme que je pense pas qu'on puisse dire que ce soit sensu scripto, enfin de l'allélopathie, que ça, quoi. Il peut y Ouais. avoir une compétition et d'autres mécanismes. Mais effectivement, en tout cas en laboratoire, l'avoine et l'épeautre, je sais plus, mais l'avoine, sont classés entre guillemets dans les plantes allélopathiques. C'est possible, c'est fort possible. Ouais. Bon, après, pour un agriculteur que ça vienne de la compétition, de l'allélopathie et tout ça, il s'en fout un peu, du moment que ça marche, quoi. Alors, par contre, si c'est vraiment de l'allélopathie très forte, il faut pas non plus que ça nuise à la germination de la culture d'après, quoi. Exactement, oui. Mm. Voilà. Ben Xavier, j'arrête le partage et je te laisse poursuivre. Parfait. Non, merci pour ces précisions. Bah, Jérôme, si c'est bon pour toi, je te laisse partager ton écran. Bonjour à toutes et à tous. Dans la continuité d'Alicia, je vais vous présenter donc des résultats de l'effet découvert sur la flore, donc sur la partie interculture et également dans la culture suivante, comme l'a fait Alicia. Donc ce sera des résultats complémentaires. Donc pour commencer, donc là on a une synthèse d'essai qui avait été faite dans le cadre d'un mémoire d'un élève ingénieur. Et donc, en fait, chaque point représente une situation avec la biomasse des adventices en fonction de la biomasse du couvert. Bon, Alicia avait montré un peu la même chose. Il y a une tendance à ce que plus la biomasse du couvert est élevée, plus la biomasse des adventices se réduit, même s'il y a un effet lieu très fort. Et on avait mis en relation également, et c'est là qu'on le voit avec les séries de points, avec les couleurs, c'est que quand on choisit des espèces à couverture du sol rapide, donc ce sont les points qui sont en vert foncé notamment, et ben finalement on a un effet plus fort sur la flore adventice que quand on a des espèces qui ont une vitesse de couverture lente. C'est le cas des points en rouge. Tous les points qui sont creux, enfin qui sont blancs à l'intérieur, en fait c'était souvent des mélanges ou des espèces mal caractérisées. Donc on n'a pas forcément de valeur de couverture. Donc on voit bien que quand on allie un couvert développé et qui couvre le sol rapidement, bah, finalement, on a quand même réduit de manière extrêmement forte la biomasse des adventices. Alors, le petit bémol par rapport à ces résultats, c'est que on n'aura pas forcément un effet toujours sur le nombre d'adventices, même si ça peut être le cas dans certains essais, mais sur la grande masse des expérimentations, en fait, on ne va pas forcément réduire leur nombre, même en augmentant très fortement la biomasse du couvert. Donc on voit que, alors là, j'ai pas mis des décodages des points en fonction des essais, c'est un peu global, mais on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de relation claire par rapport à ce nombre d'adventices. Alors Alicia l'avait montré, plus le plus le couvert est développé, plus on a tendance à avoir des petites adventices. Par contre, c'est un peu ça la conclusion, c'est qu'en fait, on a tendance à avoir des adventices plus petites sous les gros couverts que lorsque le couvert est relativement peu développé. Pour illustrer ça, bon, c'est rien qu'une photo, mais bon, vous avez à droite du trait rouge un sol nu. Donc la flore se développe allègrement sans être freinée. On a notamment du senson et de la stellaire. Et puis à gauche, on a un mélange radis trèfle d'Alexandrie qui est plutôt bien développé, surtout le radis chinois. Et en fait, il s'avère que donc la première impression, c'est que finalement le couvert a joué son rôle, et ce qui est vrai d'ailleurs, et qu'il a bien contrôlé la flore. Mais si on écarte la végétation et qu'on regarde en détail, ben, on retrouve finalement quelques petites adventices, un petit senson, un petit lamier, un petit pâturin, etc.
Alors c'est une fleur qui globalement sera pas nuisible, qui n'a pas fait de semences, donc on va dire que elle est plutôt bien maîtrisée. Par contre, si on détruit le couvert sans travail du sol et sans herbicide, ce qui était le cas des modalités montrées précédemment par Alicia, bah, ça peut quand même poser problème parce que la flore est pas totalement réduite à néant. Donc voilà sur cet aspect de compétition pendant l'interculture. Alors il se pose quand même deux autres questions. La première, c'est par rapport à des notions de fausse mie. On évoque souvent, lorsqu'on ne fait pas de couvert, ou des couverts sur des cycles très courts, la possibilité de travailler le sol pendant l'interculture, avec un travail du sol superficiel, pour essayer de réduire le stock semencier en faisant lever des adventices et en les détruisant ultérieurement, pour donc réduire le stock et donc essayer de réduire les levées dans les cultures qui suivent. Et donc ça pose beaucoup de questions, de savoir finalement si le fait de mettre un couvert, en réduisant la possibilité de faire des fausses mies, ne va pas avoir des conséquences négatives. La deuxième problématique, c'est que dans certains cas, le couvert, même s'il se développe correctement, ne va pas toujours empêcher les adventices de monter à graines, notamment des espèces à cycle très court sur des couverts métaux. Par exemple, là, vous avez sur la photo un exemple de setter qui est monté à graines dans un couvert avec de l'avoine. Mais on pourrait citer d'autres cas, par exemple avec du senson vulgaire qui a un cycle extrêmement rapide également. Donc lorsque le couvert n'a pas un rôle, ou une action parfaite sur la flore adventice, on peut générer des grenaisons d'adventices qui peuvent augmenter le stock semencier, sachant que sur un sol nu qui aurait été entretenu, ça n'aurait pas forcément été le cas. Donc là, il y a beaucoup de questions qui se posent finalement en présence de couverts. Est-ce que finalement son effet de compétition va encore se voir dans la culture ou pas? Est-ce que finalement le fait de ne pas faire de fausses mises c'est préjudiciable? Voilà. Donc pour y voir clair, alors malheureusement il n'y a pas beaucoup d'essais qui permettent de regarder les impacts dans les cultures. On regarde souvent l'effet des couverts pendant l'interculture et il y a beaucoup moins de suivi ultérieurement. Donc pour illustrer les résultats, je vais vous montrer les résultats, donc des données qui viennent de 2 essais de longue durée. Le premier, donc c'est un essai qui étudie les techniques de travail du sol depuis 1970. Donc il est situé à Boigneville dans l'Essonne, où on a du labour à gauche, du travail superficiel au milieu et du semi-direct à droite. Et donc on a introduit les couverts dans cet essai en 2001. Et donc, jusqu'en 2017, on avait coupé les parcelles en deux, avec moitié sol nu, où on faisait un entretien mécanique ou chimique, alors chimique en semi-direct et mécanique dans les autres modalités. Et donc, il y avait un couvert qui était comparé à ces sols nus. Et donc, on a regardé les impacts de ces pratiques sur la flore adventice. Donc là, vous avez... Alors c'est une moyenne de maïs et de blé sur la période 2012-2015. Donc vous avez un nombre de plantes au mètre carré avec un détail par espèce. Globalement, c'est alors on les a compilés. On a ce qu'on appelle les PSD, c'est Panixeter digitaire. Donc ce sont des graminées estivales qui poussent au printemps ou en été, principalement dans le maïs et qui domine, notamment en présence de semi-direct. Et vous pouvez voir que, alors, il y a des petits écarts arithmétiques entre les sols nus et les couverts, notamment on en aurait peut-être un peu plus dans le sol nu par rapport au couvert en travail superficiel et plutôt l'inverse en semi-direct. Mais l'analyse statistique montre que l'effet des couverts n'est pas significatif et il y a uniquement un effet du travail du sol, c'est-à-dire le semi-direct est plus sale que le travail superficiel qui lui-même est plus sale que le labour. Voilà, donc pas d'effet marqué découvert. Alors je précise, et c'est la grosse différence par rapport aux essais que présentait Alicia, ou en tout cas on serait plus dans la configuration glyphosate en semi-direct, c'est-à-dire qu'on a détruit la flore chimiquement en semi-direct parce qu'il n'y a pas de travail du sol. Par contre, en travail du sol superficiel et labour, en fait, il y a un travail du sol qui permet de détruire la flore. Il peut éventuellement être complété de glyphosate en travail superficiel, en l'absence de labour. Ce qui veut dire qu'en gros, on peut considérer qu'on semait le maïs
derrière le couvert ou le blé suivant sur un sol exempt d'adventices viables. C'est-à-dire qu'en fait, on remet les compteurs à zéro quand on sème la culture. Finalement, toute la flore présente dans le couvert et le couvert sont détruits. Et le travail du sol, en fait, mélange les couches de sol, ce qui veut dire que le stock semencier qui était en surface quand le couvert a levé, bah, c'était peut-être plus tout à fait le même lorsque le maïs suivant, par exemple, a été semé. Ce qui peut expliquer qu'on ne retrouve pas d'impact des couverts dans la culture qui suit. Voilà. Une autre explication, c'est que les sols nus, notamment en travail superficiel et labour, avaient ce qu'on pouvait appeler des faux semis, qui pouvaient aussi avoir un effet sur la flore. Bon, tout ça finalement n'a pas vraiment d'impact par la suite. Et un deuxième essai qui se situe également sur la commune de Boignuville, qu'on appelle l'essai environnement, avec une rotation. Donc là, vous avez une rotation févrole, blé, orge, maïs, blé. Donc une alternance de cultures de printemps et d'automne, avec du labour à gauche et du semis direct à droite. On a du déchômage ou pas, selon les modalités, et des sols nus et des couverts végétaux, donc radis chinois, vesse ou le mélange des deux. Et on retrouve là aussi un effet du travail du sol assez fort, avec une flore un peu plus importante dans le cas du semis direct, mais pas d'effet significatif de la présence de couverts dans le salissement des cultures. Voilà. Donc en fait, ces deux essais nous montrent que lorsqu'on détruit la flore avant de semer, finalement les couverts, on ne retrouve pas l'effet des couverts dans la culture qui suit. Finalement, l'effet du travail du sol est largement prédominant. Alors il y a quelques exceptions malgré tout, dans quelques cas, notamment des situations où on semis direct sous couvert. Alors c'est pas le cas d'ailleurs dans l'essai qui apparaît actuellement à l'écran et ni dans l'essai qu'on avait vu précédemment. On peut pas dire que le semis direct avec des couverts était plus propre que sans couvert ou sur d'autres modalités. Mais il y a quelques essais qui peuvent le montrer, notamment des essais annuels. C'est le cas des deux essais qui apparaissent actuellement à l'écran. On est en blé sur blé. En fait, on avait comparé des stratégies avec faux semis. Donc, par exemple, c'est le cas lorsque vous avez en bas Orche, Semexact. Donc, c'est une fraise qui travaille le sol 2 fois en interculture, ou Semflex avec 2 passages. Donc, on a fait 2 faux semis entre 2 blés. Et ensuite, donc c'est comparé à soit des outils qui font un travail plus grossier et moins aptes à faire lever les adventices, comme le smaragd, qui a également été passé 2 fois, ou les couverts ou le chaume, où il n'y a pas eu du tout de travail du sol. Donc on a eu plus d'adventices qui ont levé en présence de faux semis, mais finalement, on ne retrouve pas l'effet dans la culture qui suit. Donc les résultats qui apparaissent à l'écran, c'est dans la culture qui suit, donc dans le blé. Et on voit un effet assez fort du semoir. Donc vous avez en bas Orche Semexact pour le semis sur la gauche, ou Semeato TDNG. Donc le Orche, c'est un outil une fraise qui travaille le sol de manière assez intensive au semis. Et à contrario, le Semeato, c'est un semoir à semis direct à disque qui travaille très peu le sol lors du semis. Et finalement, on a un effet assez fort du semoir, un semoir qui ne perturbe pas le sol, à environ divisé par 2 l'élevé d'adventice sur un sol travaillé précédemment. Et on voit qu'il y a même un effet amplificateur sur les sols non travaillés. On voit notamment, si vous voyez ma souris, que la modalité en semis sur couvert présente environ 5 fois moins d'adventices levés par rapport à la modalité de référence qui était 2 passages de Horsch pour faire les faux semis et un passage de Horsch pour semer. Donc un travail du sol très fin et assez intensif où on a vraiment maximisé l'effet sur les adventices. Donc on voit que de temps en temps, le fait de semer dans un couvert détruit chimiquement avec les adventices, mais où on garde le mulch en surface, ça permet d'être un frein à la levée des adventices par la suite. Faut garder quand même à l'esprit que ça, c'est des essais de court terme. Lorsqu'on raisonne sur des essais de longue durée, de long terme, on peut avoir un effet du non-travail du sol qui va se cumuler année après année et qui peut, dans certains cas, favoriser des flores très adaptées au non-travail du sol et qui ont une certaine aptitude à lever lorsque le stock semencier s'accumule en surface et augmente année après année en surface, et où notamment le mulch, dans certains cas, sera pas très couvrant. Voilà.
Donc globalement, des effets parfois bénéfiques, mais dans la plupart des cas, on ne retrouve pas d'effet des couverts dans la culture qui suit. Donc voilà les éléments à retenir. Donc voilà, c'est que la présence de ce couvert pendant l'interculture n'a pas d'effet visible lorsqu'il y a du travail du sol, parce qu'en fait, finalement, on n'a pas la même flore qui pourrait lever pendant l'été ou le printemps suivant. On détruit cette flore, on retravaille le sol, donc on remet un nouveau stock en surface, un nouveau stock semencier, donc c'est pas forcément tout à fait les mêmes conditions. Et puis finalement, même s'il n'y a pas de couvert, il peut y avoir des faux semis qui pourraient avoir un petit effet sur la flore, mais au final, entre les faux semis, tout comme les couverts, ont finalement très peu d'impact visible dans la culture qui suit, quoi. Donc ce sera plutôt d'autres leviers de gestion des adventices qu'on mettra en avant, comme les rotations culturales, comme le labour, le décalage des dates de semis, etc. Enfin, je pourrais en citer d'autres. Mais finalement, voilà, la partie interculture est finalement pas si importante que ça. Et il y a un peu le cas particulier des systèmes sans travail du sol. Ça peut être du semis sous couvert, éventuellement présence de plants de compagne, comme dans le cas du colza, ou de couverts permanents, qui pourraient avoir un rôle de frein à l'élevée des adventices dans la culture qui suit. Mais ça, ce sera vraiment présent en présence de couverts très développés, qui font plusieurs tonnes de biomasse, et dans certains cas, lorsque ce couvert est peu développé ou même régulé, on a eu par exemple des cas de régulation chimique d'un couvert permanent pour maîtriser son développement. Le simple fait que le couvert perde un peu ses feuilles, bah, il y a de la lumière qui est revenue au sol, et ça a permis à une flore adaptée au semis direct de repartir tout de suite sans même travailler le sol. Donc en fait, ces notions de mulch, elles sont réelles, mais elles ont quand même leurs limites parce qu'elles ne seront pas toujours efficaces dans toutes les situations. Il faut quand même garder en mémoire que le non-travail du sol peut avoir un impact assez fort sur la flore adventice, mais pas toujours de manière positive. Ça reste à gérer au cas par cas. Voilà, bah, merci pour votre attention, et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Beaucoup Jérôme. Et ben sans plus attendre, puisque je vois qu'il y a une main qui se lève, Chloé, je te laisse la parole. C'est pour éviter à Alain d'ouvrir le bal. Merci Jérôme pour ta présentation. J'avais deux petites questions. La première, ça concernait le tout début de la présentation sur le développement de la biomasse, de la biomasse du couvert en relation avec la biomasse des adventices. Tu parlais des espèces à développement lent et à développement rapide. Ah bah, j'ai pas bien lu la diapo. Oui, 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 Ma question effectivement. sert à rien. Désolée. Non, mais c'est vrai que j'ai pas commenté cette partie-là. Effectivement, on avait essayé de noter à partir de photos dans des essais à date identique pour essayer de classer au moins visuellement les espèces. Et puis on s'est aussi appuyé sur les essais du CTPS où il y a des notes de couverture du sol qui sont faites à un pas de temps régulier lors de l'installation des couverts végétaux. Donc ça nous a permis de faire un classement des espèces. Les crucifères, de manière générale, alors donc là il y a des moutarde, colza, le radis est un tout petit peu en dessous, mais enfin il reste quand même très bon. Les crucifères, de manière générale, c'est la famille d'espèces qui ressort du lot, enfin au moins pour les crucifères qu'on cultive le plus. Le sarrasin est également une espèce très intéressante. Et en bas de tableau, on va plutôt trouver des légumineuses, alors qui peuvent être des fois très bonnes, hein, comme les vesses, c'est des couverts qui peuvent être très couvrants, ou même le trèfle incarnat. Mais en fait, c'est des espèces qui sont longues à s'installer, et au début, elles sont pas rapides, elles sont pas très bonnes. Par contre, une fois qu'elles sont parties, elles démarrent bien, mais il faut reconnaître qu'elles ont tendance à laisser un peu la place aux adventices au début, et ces résultats, avec notamment la courbe des points rouges, semblent suggérer que comme on a un peu laissé la place aux adventices au début, bah, une fois qu'elles ont pris le dessus, bah, c'est pas toujours évident de reprendre la main, quoi. Et j'avais une deuxième question, histoire de ne pas être trop frustrée par tes conclusions. J'ai bien compris du coup que dans tout ton exposé, finalement, une fois qu'on s'intéresse à l'effet dans la culture suivante, on peut être un peu déçu. Et effectivement, il y a une combinaison de leviers à avoir. Néanmoins, je me posais la question, si
si le couvert d'interculture n'a pas d'effet sur l'annulation ou le frein des adventices, est-ce qu'il peut avoir quand même un effet sur la dynamique d'installation de la culture suivante qui pourrait la rendre moins sensible en fait aux adventices et à la compétition? Et je pense notamment aux légumineuses pour le coup qui vont fixer l'azote et peut-être voilà, apporter de l'azote pour la culture suivante qui va pouvoir se développer plus rapidement. Alors, de manière un peu globale, j'ai envie de dire que non, probablement pas, parce qu'en fait, quand on fait des essais couverts, on peut quand même pas dire qu'on ait un effet bœuf sur la culture qui suit. Enfin, ce qui est d'ailleurs rassurant, parce qu'on pourrait imaginer avoir un effet négatif dans certains cas. Globalement, dans beaucoup de cas, l'effet sur la vigueur des cultures et leur rendement est assez neutre. Donc je pense pas qu'il faille aller trop chercher d'effets sur les adventices par ce biais-là. Bon, pour être honnête, effectivement, s'il y a des légumineuses avec un effet azote, ça peut avoir un petit effet positif. Alors, on n'a pas été jusqu'à noter s'il y avait un effet adventice avec des couverts qui libéreraient pas mal d'azote. Bon, on peut laisser le doute par rapport à ta question, mais je pense quand même que c'est à un niveau de Ça finesse booste la culture, extrême. ça booste aussi les adventices de toute façon. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Voilà, c'est qu'effectivement, je pense que ça doit être enfin, au niveau de l'épaisseur du trait de crayon, comme on dit, ça doit être extrêmement fin. Euh, donc, je pense qu'il faut pas trop aller chercher de ce côté-là. Après, oui, je peux comprendre ta frustration, mais enfin, je pense qu'il faut être réaliste. Les couverts, si on en fait, c'est pas forcément pour maîtriser les adventices. C'est avant tout pour le sol, pour couvrir le sol, pour enfin, éviter les fuites de nitrate. Apporter de l'azote à la culture qui suit, stocker du carbone, avoir un effet sur la structure. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'effets sur la fertilité du sol et sur l'environnement, la biodiversité, hein, tu me contrediras pas, je crois. Sur la protection des cultures, c'est un peu, alors bon, sur les adventices, il y a peut-être pas trop de choses vraiment flagrantes. Il peut y avoir quelques cas sur tout ce qui est maladie et ravageurs, même s'il faut sans doute, on peut sans doute aussi trouver des effets négatifs en fonction des couverts qu'on met par rapport aux ravageurs ou aux cultures qui suivent. Mais de manière générale, je pense pas que c'est sur la protection des cultures que le bénéfice principal des couverts se fera, quoi. On va plutôt viser d'autres bénéfices initialement. Une autre question, Jérôme. Oui, Alain. Une petite question pour les deux intervenants. Et parce que là, vous avez présenté que les effets sur les adventices de la culture d'après, mais est-ce que vous avez des données sur les rendements de la culture d'après? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des différences significatives enfin, est-ce que les différences d'adventices que vous avez observées entraînent des différences significatives de rendement ou pas sur les cultures? De manière très globale, il y a très peu d'effets sur le rendement des cultures quand on prend des grandes séries d'essais, des grandes synthèses. On peut trouver quelques cas avec des effets négatifs et d'autres avec des effets positifs. D'ailleurs, il y a peut-être plus d'effets positifs que négatifs, globalement. Les effets négatifs, on les a surtout notés en cas de destruction tardive des couverts, qui peuvent générer des problèmes d'implantation liés au travail du sol, aux résidus, voire aggraver des problèmes de ravageurs comme les limaces. Et puis des effets azote, d'organisation d'azote, c'est-à-dire un effet dépressif sur l'azote, voire sur l'eau du sol, quoi. Voilà. Les effets positifs, on en a beaucoup vu dans les sols de craie. Alors, c'est spécifique à la Champagne crayeuse, mais il y a notamment l'essai Tibi qui avait montré des effets vraiment intéressants. Et puis, ça a été évoqué aussi par Chloé, le côté espèce avec des légumineuses, seules ou associées à des non-légumineuses, qui a tendance quand même à avoir des effets azote ou des effets rendement. C'est l'un ou l'autre, des fois. Mais voilà, donc plutôt intéressant. Après, tout à l'heure, on disait qu'en gros, il n'y avait pas d'effet sur la flore de la culture qui suit. Hein, c'est ce qu'on a vu globalement dans les essais. Donc finalement, il ne peut pas y avoir d'effet indirect sur le rendement via les adventices, vu qu'on n'a globalement pas vu d'effet adventice, quoi. Pour ajouter un autre élément, c'est un cas très particulier, c'est les couverts qui seraient mal détruits. Ça peut arriver, notamment quand on met des espèces un petit peu difficiles.
plus particulièrement sans travail du sol ou sans glyphosate dans certains cas particuliers. Voilà, il faut veiller à ce que le couvert soit détruit correctement, parce que s'il est mal détruit, finalement c'est le couvert qui devient l'adventice de la culture qui suit. Voilà, donc il faut faire un petit peu attention à ça. On y est souvent très, très attentif quand on choisit les espèces. Compléter du coup ce qu'a dit Jérôme, je plus vois et dans ma thèse aussi, donc là je vous ai présenté les effets sur les adventices, mais l'expérimentation s'intéressait également au rendement, donc vous avez les résultats aussi dans ma soutenance et dans la thèse et ça ne contredit pas ce que dit Jérôme. C'est-à-dire qu'il y a des effets faibles, on a des effets positifs sur le rendement de la culture suivante. Et dans un essai où là on avait détruit la flore en interculture, on voit des effets positifs liés à l'azote. On les lie directement à l'azote du sol. D'autres questions pour Jérôme et Alicia? Plutôt une information. Cet été, j'avais visité la plateforme Cypre qui est dans le Cher, où c'est des essais systèmes et rotations justement pilotés notamment par Terrinovia. Et du coup, il y avait ces réflexions justement de est-ce que je travaille le sol, est-ce que je travaille pas le sol, est-ce que je mets de l'interculture ou pas. Et c'était hyper intéressant. Et sur leur site internet, il y a pas mal de ressources, donc ça pourrait aussi venir alimenter les réflexions, sachant que la problématique dans le Cher, c'était des problématiques vulpin régras. Dans une rotation de 7 ans, si je me souviens bien. Et pour compléter, il y a aussi un essai super intéressant sur Cassis. Donc c'est sur la plateforme des Poisses où on avait fait les expérimentations là que je vous ai présentées. Ils ont fait un shift en 2018 où ils sont passés au zéro phyto. Et du coup, ils s'intéressaient aussi à cette question de travail du sol, pas travail du sol, superficiel ou pas. Et couvert d'interculture, du coup, quand on est en semi-direct notamment. Et il y a eu effectivement des très grosses problématiques de régras, donc là, ils ont repensé à plus travailler le sol. Donc ouais, c'est complémentaire, je pense, toutes ces expérimentations, et c'est intéressant. Il y a plein de choses à aller fouiller. J'en aurais bien une quand même. En fait, peut-être en particulier sur la... Mais Jérôme, du coup, tu commençais à l'aborder sur la fin de ta conclusion. Parce que tu montrais un effet un peu du coup nanifiant, enfin un effet découvert qui rend les adventices un peu nains pendant la période découverte. Et donc tu as commencé à en parler à la fin. Est-ce qu'on arrive bien à gérer ces couverts permanents dont tu parlais? Parce que du coup ça signifie que tant que ces couverts sont là, finalement les adventices restent dessous. Tu avais l'air déjà d'aborder le fait que dès qu'on les contrôle un peu et qu'il y a un peu de lumière qui arrive, les adventices reprennent. Donc est-ce que jusqu'ici les essais qu'on a sur la question des couverts permanents en termes de régulation d'adventices permettent de maintenir la pression? Alors, c'est difficile de répondre. Sur la partie interculture, oui, globalement, si le couvert est bien développé, parce qu'on a même le plus bluffant, c'est derrière colza, parce qu'on implante souvent nos couverts permanents dans le colza, on sème tout en même temps, par exemple du trèfle blanc et le colza en même temps. Et derrière la récolte du colza, s'il était humide et que le trèfle est bien installé, le trèfle prend le dessus, il n'y a même pas une repousse de colza dans le champ. Donc c'est assez impressionnant de voir l'effet de compétition de ces couverts quand ils poussent vraiment bien. Donc ils ont vraiment un rôle majeur. Par contre, bien évidemment, on est obligé de les réguler quand on implante des cultures dedans, parce que sinon, il n'y aurait pas de culture. Et donc c'est là un peu le début des ennuis, parce que forcément, un couvert éclairci qui est un peu tassé avec les herbicides va avoir tendance à être moins couvrant. Et donc, on laissera un peu plus la place aux adventices. Et là où c'est un peu dur de conclure, c'est qu'en fait, quand on a un couvert en place, on ne peut pas désherber de la même manière que en présence, enfin, en l'absence de couvert. Par exemple, déjà, le désherbage du colza, on ne pourra pas mettre d'antidicotes en général. Notamment, il y a beaucoup d'antidicotes en poste levé aujourd'hui et pour beaucoup, on ne pourra pas les utiliser dans le colza. Et puis dans des céréales, on sera obligé d'être assez vigilant. Pour certaines adventices, on ne peut pas vraiment détruire les adventices tout en gardant le couvert vivant.
Donc du coup, ça peut être une limite aussi dans le désherbage des cultures et on peut être amené dans certains cas, quand on veut garder le couvert vivant, à désherber, mais peut-être un peu moins bien que s'il n'y avait pas de couvert, et donc à laisser un peu les adventices passer. Donc ce qui fait que bah, je dirais la trajectoire des essais ou des parcelles, elles peuvent être très différentes en fonction des règles de décision, en fonction de la flore, du développement du couvert, et on a mené quelques expérimentations pour justement comparer des couverts permanents à soit du semi-direct mais sans couvert permanent, ou bien des sols travaillés. Et en fait, on n'a pas pu conclure, enfin on a pu conclure dans chaque essai donnait des conclusions, mais malheureusement sur les essais, on en avait 6, ils ont chacun donné des conclusions différentes. En fait, on voyait que le travail du sol avait beaucoup plus d'impact que la présence des couverts permanents, mais après on pouvait avoir des conclusions différentes. Le travail du sol pouvait avoir un effet positif dans certains essais, négatif dans d'autres. Les couverts avaient des fois un effet imperceptible dans certains essais, il était un peu plus perceptible dans d'autres, donc c'était très très dur de conclure et on est vraiment dans des approches système où on combine des leviers, et il y a plein d'interactions entre nos pratiques, le climat, le couvert, le développement des cultures, etc. Et finalement, il n'y a pas vraiment de règle générale, quoi. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on peut pas vraiment dire que faire des couverts permanents, c'est une recette infaillible pour gérer le développement des adventices. Ça peut être le cas ponctuellement. On a des témoignages d'agriculteurs qui vont dans ce sens-là, mais on a également des témoignages d'agriculteurs qui font des blés avec des couverts permanents et qui sont envahis de graminées adventices et qui ont du mal à s'en débarrasser. Donc, il n'y a pas vraiment une conclusion nette et tranchée qui se dégage. Une dernière question peut-être s'il y en a, et puis sinon Alain, je te laisserai conclure. Donc moi, je vais vous passer trois petites informations. La première information, ça va être le séminaire. Excusez-moi, il y a mon écran qui fait des trucs bizarres. Voilà. Le séminaire, le prochain séminaire, qui sera le dernier séminaire de ce RMT-là, aura lieu au printemps. Alors, on n'a pas encore fixé les dates. Printemps 2025. Ça se fera dans l'est de la France au niveau des travaux qui ont été réalisés avec l'Institut du Colza, Terrinovia, le dispositif R2D2, et où on parlera en particulier de l'intérêt des couverts. Donc ça rejoint la thématique d'aujourd'hui sur la régulation des ravageurs, soit par des actions directes sur les ravageurs du colza, soit par des actions indirectes avec, j'espère, une présentation sur blé, avec l'intérêt des couverts divers sur la régulation par les parasitoïdes sur blé. Donc il y aurait déjà au moins cette thématique qui serait présentée. Serait prévu aussi des visites d'agriculteurs qui ont mis en place des choses avec Nicolas Cerruti, donc c'est lui qui va nous recevoir pendant ce séminaire. Donc vous pouvez déjà vous mettre dans un coin de votre agenda, même si la date n'est pas encore posée, qu'il y aura sur 2 jours ce séminaire au printemps, en mai ou en juin. Deuxième information, Xavier en a parlé, hein, n'oubliez pas, là il y a toutes les vidéos qui ont été faites par le RMT. Donc vous avez tous les webinaires, vous avez des entretiens longs, des PowerPoint, donc là vous pouvez aller rechercher de l'information là-dessus. Ça marche assez bien, on a des nombres de vues pour certaines vidéos intéressantes, hein. Et 150 vues là. 150, moi c'est pas le million, mais je trouve ça déjà intéressant. Et puis vous allez avoir sur le site internet, vous pouvez aller sur l'onglet ressources, là où vous allez avoir les documents qui sont mis à disposition. Donc là, les derniers documents sont mis en haut, là. Vous allez avoir par exemple le compte rendu du comité de pilotage qui s'est tenu la semaine dernière.
Vous avez des résultats du travaux là sur les bandes fleuries avec une base de données faite par des étudiants à Toulouse pour choisir les plantes à implanter soit en haie, soit en bande fleurie, soit en bande enherbée. Donc là, vous avez 2 documents pour ça. On a rajouté aussi une notice pour installer des barbeurs directionnels. Donc ça, c'est pour les gens qui animent des groupes défis ou qui sont enseignants. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'une notice, hein. Donc quand vous allez dans ces documents, à chaque fois vous allez consulter, vous allez voir, et puis ça vous sort le document. Donc ici, voilà, notice de montage, c'est quoi l'objectif, quelques informations préliminaires pour comprendre pourquoi on va faire comme ça. Et puis après, vous avez la notice IKEA, qui j'espère est plus simple, avec comment monter ce dispositif pour faire de l'animation. Donc ça, c'est un nouvel onglet qui est apparu sur le site, qui est là, qui s'appelle module d'animation, avec des documents qui sont soit finalisés comme le piège barbeur, soit des choses qui sont en cours de reformatage, comme les fagots de sureau pour les hyménoptères chasseurs. Là, on est en train de reformater le document. Donc là, il y a un document brouillon qui donne toutes les informations, mais qui est pas très joli, qui est pas très beau. C'est beaucoup de texte, et donc on est en train de le reformater. Voilà pour les informations. Une dernière information. Théoriquement, si un jour on a un gouvernement stable qui change pas tout, on va avoir un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour de nouveaux RMT à partir de 2026. Les calendriers du coup sont hyper flous. Les informations qu'on a, c'est que ce serait plutôt sur le premier trimestre 2025 qu'il faudrait déposer la candidature. Donc, attendez-vous à recevoir des invitations à des webinaires pour discuter de ça. Pour les thématiques, pour retravailler sur les thématiques, savoir si on garde toutes ces thématiques, si on les garde pas, comment on les transforme, comment on les change, quel axe prioritaire on veut travailler. Et puis il y a aussi, si vous voulez vous impliquer plus profondément dans le RMT, je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont financés comme moi, Xavier, Anna qui est en ligne, qui n'a rien dit mais qui m'aide à faire l'animation. Et 6 autres personnes qui sont animateurs du RMT pour faire tout ce que vous voyez, c'est-à-dire avoir des webinaires, monter des vidéos, organiser des ateliers, des groupes de travail, etc. Je vais m'arrêter là. Merci à toutes et Merci tous et beaucoup. bonne fin de semaine. Merci Au à revoir. tous. Merci, Au revoir. au revoir, bonne semaine. Au revoir.